Je commence par remercier les organisateurs de cette manifestation et à la tête Dr. Murphy m'avoir invité à cette première journée de la sécurité des patients. Je vous remercie énormément et je remercie tous vos organisateurs. Donc, il a été chargé de vous parler des événements indésirables associés aux soins. Je vous rappelle, et ça a été dit, je pense dès le début de cette journée, que la sécurité des patients est une préoccupation à l'échelle mondiale, donc de tous les systèmes de santé. Et à chaque étape d'administration des soins, il y a certainement un certain nombre de risques qui vont accompagner ce soin qui va être administré à nos patients, mais également il y a d'autres problèmes de santé, d'autres événements indésirables, si je peux prononcer dès le départ ce thème, qui peuvent également survenir lors du séjour hospitalier, en dehors des soins qui ont été administrés chez le patient, en particulier la chute d'un patient d'un lit. Et donc en fait, il est déjà clairement annoncé partout dans le monde que la fréquence et la gravité des événements indésirables associés aux soins représentent un critère de performance pour les systèmes de soins qui sont visibles pour tous, c'est-à-dire pour tout le monde, y compris les usagers. Donc, je vous rappelle aussi que la sécurité des soins est une des dimensions de la qualité des soins auxquelles on s'intéresse, nous tous les acteurs de la santé, et que notre préoccupation de tous les jours, c'est que nous, en tant que professionnels de santé, on se demande à chaque fois qu'on est face à un patient, peut-on soigner ce patient sans qu'il y ait des risques qui peuvent évidemment être la conséquence de notre soin? Le risque zéro réellement existe-t-il? Et comment peut-on travailler, nous tous, en toute sécurité? Donc en fait, je vous rappelle aussi qu'il est connu, et il a été clairement démontré dans les littératures, que l'activité hospitalière est par nature une activité à risque. Elle est déjà aussi démontrée comme étant une activité, disons, la plus risquée ou plutôt plus dangereuse par rapport à d'autres domaines d'activité, notamment l'aviation, qui est considérée comme un domaine plus sécurisé que l'activité hospitalière, et que ces risques en lieu de soins sont à la fois diversifiés et sont aussi intriqués, et même s'il y a des risques qui sont, disons, généraux pour l'ensemble d'une organisation, il y a aussi des risques qui sont très spécifiques à l'activité hospitalière, qu'on appelle les risques liés aux soins. Et donc, pour aborder la définition d'événements indésirables, donc je vais passer sur un rappel sur quelques concepts rapidement, sans plus s'attarder sur la notion de risque en milieu de soins. C'est le premier concept qui a été énoncé quand on est parlé des complications associées aux soins ou de l'activité hospitalière et ses conséquences en matière d'iatrogénie. Donc, si on revoit un petit peu les différentes définitions qui s'intéressent au concept risque, et même en allant à nos dictionnaires anti-repères ou Larousse, la notion de risque est toujours associée à la notion de danger, de probabilité, du hasard, et donc en d'autres termes, c'est la probabilité de survenue d'un danger plus ou moins prévisible lorsqu'on est exposé, disons, en milieu hospitalier, à un soin. Et donc, l'AHS a bien éclairci ce concept pour dire que le risque, c'est la probabilité de survenue d'un événement indésirable ou le dépassement de la valeur critique d'une caractéristique d'un processus dangereux. Et ceci, évidemment, nous amène à bien définir ce qu'on appelle l'événement indésirable. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions dans la littérature qui ont essayé de définir de manière très simple ce qu'on appelle l'événement indésirable. J'ai choisi deux. Donc, la première est définit cet événement comme un événement défavorable, c'est-à-dire non souhaité pour le patient, et qui est plutôt consécutif aux actes de soins qui soient diagnostiques, préventifs, palliatifs ou même de réhabilitation, et non pas un événement qui fait suite à l'évolution naturelle de la maladie. Ce qu'il faut insister à travers les définitions qui ont été abordées dans la littérature, c'est que cet événement est une blessure non intentionnelle de la part des soignants qui est évidemment survenue suite à la gestion d'un acte de soins et qui n'est plus évidemment successif ou ne fait pas partie de l'évolution naturelle de la maladie. Donc c'est une blessure non intentionnelle. Donc aussi, les événements indésirables associés aux soins ont été classés selon leur degré de gravité
Et pratiquement tous les chercheurs dans ce domaine ont essayé de définir les critères de gravité d'un événement indésirable pour finalement retenir qu'un événement indésirable est un événement qui était la cause d'une hospitalisation. Un événement indésirable grave, c'est un événement qui était à l'origine d'un décès, d'une incapacité physique ou psychologique à la fin de l'hospitalisation, d'une prolongation de la durée du séjour d'au moins un jour par rapport à ce qui a été prévu lors du cadre de prise en charge de la patient initialement, et aussi un événement indésirable qui a mis en jeu le pronostic vital d'un patient. Donc aussi, il est important de définir que parmi l'ensemble des événements indésirables, ces événements, il y a parmi eux certains qui ne sont pas évitables. Et disons, ce sont les événements où le risque il est considéré acceptable. Et je vais vous expliquer évidemment par la suite, ça fait partie généralement de l'AIA thérapeutique. Mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est de définir ce que c'est un événement indésirable évitable. C'est en fait un événement qui ne serait pas survenu si les soins avaient été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante au moment de leur survenue. Et c'est ce qui fait évidemment la différence avec l'AIA thérapeutique. L'AIA, c'est quoi en fait? C'est un événement indésirable aussi, mais qui est survenu en dépit de soins conformes à une prise en charge satisfaisante. Donc c'est un événement indésirable qui est inévitable. L'exemple, je vous donne l'exemple d'une allergie à la pénicilline chez un patient qui a reçu par exemple 8 injections de pénicilline. Mais à la 9e, il a présenté une allergie à la pénicilline, il n'est pas connu allergique, donc ça fait partie de l'AIA thérapeutique. Donc, comment distinguer en fait entre erreur et événement indésirable? Est-ce que tous les événements indésirables représentent une erreur, disons médicale, ou il y a une petite différence? En fait, j'ai aussi pris une des définitions les plus simples en ce qui concerne l'erreur, c'est l'exécution non conforme d'un acte prévu ou l'application d'un plan incorrect ou inapproprié pour atteindre un objectif. Notre objectif, c'est la réalisation des soins. Et donc l'erreur, en fait, peut se produire si pendant la planification ou l'exécution de l'acte de soin, on fait quelque chose alors qu'il ne fallait pas le faire, c'est-à-dire faire la mauvaise chose. À titre d'exemple, si en préopératoire, lors de la préparation d'un patient, on va raser le patient avec le rasoir ou la bistouri au bloc opératoire. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire parce qu'il a été démontré comme un des facteurs de risque d'infection du site opératoire. Donc on appelle ce type d'erreur, c'est l'erreur de commission. L'autre type d'erreur, c'est lorsqu'on ne fait pas quelque chose alors qu'il fallait le faire. C'est-à-dire ne pas faire la bonne chose. Par exemple, ne pas respecter l'hygiène des mains avant la réalisation d'un acte de soins invasif. Et donc ce type d'erreur s'appelle l'erreur par commission. Le troisième type d'erreur, c'est qu'on va faire ce qui est, disons, recommandé, mais on ne va pas le faire correctement. C'est-à-dire, je vais respecter l'acte ou le geste d'hygiène des mains, mais je ne vais pas le faire correctement. Je ne vais pas respecter la procédure, je ne vais pas respecter la durée de la friction ou du lavage, et évidemment, je ne suis pas conforme au standard et ce qu'on appelle l'erreur d'exécution. Et c'est toute la difficulté, en fait, lorsqu'on est face à un événement indésirable, de pouvoir pointer ou identifier ces erreurs si elles sont tracées quelque part dans notre système d'information. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que parmi l'ensemble des événements indésirables, il y a une part où on peut parfois identifier une erreur, c'est-à-dire la défaillance d'une action planifiée non complétée comme prévu, ou bien l'utilisation d'un faux plan pour réaliser cet acte de soin. Et si on arrive à identifier l'erreur par rapport à l'événement indésirable, on parle d'événements indésirables évitables. Et c'est vers ce type d'événements indésirables vers lesquels on devrait mettre en place toutes les stratégies de gestion et toutes les stratégies de prévention. Donc, événement indésirable et évitable, c'est l'événement indésirable où on a mis en évidence une erreur lors de la réalisation de l'acte de soin. Donc voilà, à titre d'exemple, d'erreurs relevées suite à la survenue d'un événement indésirable, c'est-à-dire par exemple si après une intervention chirurgicale ou orthopédique, on se rend compte que le patient a été opéré sur le mauvais côté droit, alors qu'il devrait être opéré sur le côté gauche, et ça a été démontré à un certain nombre d'études, ils ont relevé un certain nombre de données épidémiologiques
par rapport à ce type d'événement indésirable. L'erreur de diagnostic, la défaillance d'un équipement. Si par exemple je travaille sur une table opératoire qui est défectueuse, et alors je peux avoir un risque de chutation ou d'autres problèmes lors de l'acte opératoire. Donc c'est une erreur qui peut être relevée. L'infection associée aux soins ou l'infection nosocomiale si elle est survenue dans un établissement de santé, si on arrive à identifier s'il y a du non-respect des bonnes pratiques d'hygiène ou d'autres aspects relatifs à l'hygiène qui n'ont pas été pris en considération, la mauvaise interprétation d'une prescription médicale, etc. L'événement indésirable en lui-même, on a pu vraiment identifier une erreur sous-jacente, c'est par exemple la survenue d'une allergie à la péniche chez un patient non comme une allergie, la survenue d'une infection associée aux soins malgré le respect de bonnes pratiques d'hygiène et la maîtrise de l'environnement du soin, l'intervention qui a été réalisée selon les bonnes pratiques, le référentiel, le standard, mais malgré ça, il y a eu des complications. Donc, de même, le HAS a pu classer l'ensemble des événements indésirables selon une échelle pour définir ce qu'on appelle les incidents de dysfonctionnement. Ce sont des événements indésirables, mais qui n'ont pas été succédés par des complications ou par des blessures. Il n'y a pas eu de répercussion chez le patient, par exemple, travailler sur une table opératoire et réussir défectueuse et réussir notre intervention chirurgicale. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les presque accidents ou bien les near miss. Les presque accidents, c'est en fait un véritable événement indésirable dont les conséquences graves ont été atténuées. Par exemple, lors d'une intervention orthopédique, un patient qui devait être opéré sur le côté droit, il a été préparé dans la salle opératoire sur le côté gauche, et le médecin ou l'équipe dans la salle opératoire s'est rattrapé à la dernière minute en revoyant le dossier médical, en interrogeant le patient avant l'induction, et ils se sont rattrapés pour évidemment opérer le sujet sur le bon côté. Donc il faut retenir à partir de ce type d'événement, il faut vraiment les prendre en considération et les analyser parce que ces événements indésirables appelés presque accidents d'IAMIS ont un apport pédagogique très important et permettent de se rattraper par rapport à d'autres événements qui pourraient survenir, qui peuvent être similaires, et on peut mettre en place un certain nombre d'actions préventives en apprenant à partir de ce type d'événements, heureusement dont les conséquences graves n'ont pas eu lieu. Le troisième niveau d'ordre de gravité, point de vue de gravité, c'est ce qu'on appelle l'accident, c'est le véritable événement indésirable avec ses conséquences graves et les complications qui peuvent aller même jusqu'au décès. Mais parfois, je vous l'avoue, c'est que parfois il est assez difficile de faire la part entre événements, complications et aléas thérapeutiques. Et quand l'événement indésirable touche plusieurs personnes, on parle de catastrophe, exemple, d'un phénomène épidémique qui soit en rapport avec un événement indésirable en général ou même un phénomène infectieux. Donc, comment sont détectés ces événements indésirables? En fait, il y a des méthodes standardisées qui ont permis d'identifier un certain nombre de critères, qu'on appelle les critères de détection d'un événement indésirable, qui ont été élaborés à partir des pitch review funds, qui ont été initialement construits pour mettre en place des études d'incidence américaines, australiennes, anglaises. Et ces critères sont au nombre de 17 à 18 qui permettent évidemment sont des critères sensibles et qui permettent probablement de mettre en évidence un événement indésirable lors du premier passage des enquêteurs. Et après avoir collecté ces critères de détection, il faut qu'il y ait un expert dans ce domaine pour confirmer ou infirmer l'événement indésirable suspecté. Donc, à titre d'exemple, parmi les critères de détection, c'est l'hospitalisation non prévue dont le motif est lié aux conséquences négatives d'une prise en charge médicale antérieure. Donc, déjà, c'est un des critères de gravité de l'événement indésirable, c'est l'hospitalisation pour une complication suite à un soin administré. Un événement qui est lié à un médicament. Un passage au retour non prévu au bloc opératoire, donc je vous invite pour plus de détails sur ces critères à revoir la littérature parce que je pense que le temps est un peu limité. Donc chaque fois qu'on détecte un événement, c'est-à-dire un parmi ces 18 critères, au moins il a été rempli pour suspecter un événement, il s'agit dans un premier temps de confirmer le caractère associé aux soins.
parce que ce ne sont pas tous les événements indésirables dont on a détecté un parmi ces critères pour moi, sont des événements indésirables qui sont associés aux soins. Et dans ce cadre aussi, il y a des méthodes standardisées qui ont été adoptées par les Américains, les chercheurs dans ce domaine, mais également dans l'étude française dont je vais vous présenter quelques résultats. Et donc, il s'agit de poser un certain nombre de questions. Par exemple, les soins ont-ils provoqué l'événement clinique? Existe-t-il une autre explication plausible que les soins comme cause de l'événement clinique? Donc, en fait, il s'agit de poser pratiquement 6 ou 7 questions. Et à chaque fois, si nous avons au moins une réponse par oui pour l'une de ces questions, il s'agit en fait de confirmer que l'événement indésirable détecté, confirmé par l'expert en tant qu'événement indésirable, est un événement indésirable associé aux soins. Mais on ne va pas s'arrêter évidemment à ce niveau parce que l'événement indésirable associé aux soins, on a dit qu'on devrait définir son degré de gravité selon les critères qui ont été établis et dont je vous ai présenté tout à l'heure, motif d'hospitalisation, décès, etc. Mais le plus important et ce qui nous intéresse, cet événement était-il évitable? Parce que si l'événement est évitable, donc certainement il y a eu une erreur quelque part qui s'est glissée lors de l'administration de ce soin, et on devrait évidemment mettre en place les barrières contre ce type d'erreur pour que ce type d'événement ne se reproduise pas. Et de même, il y a des méthodes standardisées pour confirmer si l'événement est évitable ou non. C'est toujours à travers un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre. Et si l'une des questions au moins, pour l'une des questions au moins, la réponse est positive, évidemment, on peut dire que l'événement est d'évitabilité probable, très probable, ou d'évitabilité certaine. Par exemple, ces soins étaient-ils urgents? Y a-t-il une déviation? Y a-t-il eu une déviation dans la réalisation de ces soins par rapport à la pratique attendue, etc. Alors, donc, on a vu comment on peut définir un événement, comment on peut le détecter, le confirmer, etc. La question qui se pose maintenant, ces événements indésirables, je pense que la réponse est évidente parce qu'il y a eu une conférence qui a précédé, qui a déjà démontré les coûts associés à ces événements. Ces événements sont-ils un mythe ou une réalité? Bon, je veux toujours citer cette citation d'Alphonse Allais, qui est un humoriste français et pharmacien, qui disait à son époque que l'avantage des soignants, c'est que le soleil brille leur succès et la terre cache leurs erreurs. Bon, c'est moi qui ai mis le point d'interrogation en rouge parce que je ne sais pas si réellement c'est un avantage ou pas. De toute façon, nous sommes des acteurs de santé, on peut être un jour des patients, mais dans tous les cas, même si c'était à une certaine époque comme un avantage, il n'est plus aujourd'hui. Et ceci en témoigne un certain nombre d'indicateurs, dont des données épidémiologiques sur les événements indésirables, mais également le degré d'insatisfaction des usagers, mais également notre insatisfaction par rapport à la qualité des soins prodigués et aussi par rapport à la demande sociale croissante d'une plus grande sécurité des soins. Et si je m'intéresse au contexte de notre pays particulièrement, vous savez très bien qu'on passe par une crise, disons, globale à l'échelle du pays, et cette crise elle repose sur le principe d'incertitude, avec une remise en cause de l'expertise des soignants, médecins, paramédicaux, donc tous les acteurs de santé, parfois une amplification de la part des médias par rapport à certaines plaintes réclamées, et aussi parfois un sentiment de victimisation de la société avec la recherche de risque zéro, évidemment, pour chercher, évidemment, en particulier, l'indemnisation. Donc, je vais passer directement sur les données épidémiologiques sur les événements indésirables. Je ne vais pas revenir sur le rapport Troubel adhésion, il a été déjà présenté pendant un large, mais quand même, d'autres travaux ont été menés dans la littérature qui ont confirmé que les événements indésirables associés aux soins représentent un véritable problème de santé publique à l'échelle mondiale. Entre autres, l'OMS a annoncé que chaque année, près de 10 millions de patients sont victimes de traumatismes invalidants ou mortels directement liés à des pratiques médicales dangereuses, donc c'est des événements indésirables. Et en Europe, elle a estimé qu'à peu près un patient sur 10, en moyenne, subit une forme ou une autre de préjudice qui pourrait être évité. Donc, j'ai, à travers la revue de la littérature que j'ai essayé de faire pour vous présenter les données épidémiologiques, il y a plus que 300 articles qui ont abordé l'ampleur
l'ampleur des événements indésirables, mais je fais un choix par rapport à une revue systématique qui a été publiée en 2008, qui s'est intéressée parmi 257 études qui ont abordé l'incidence des événements indésirables, à uniquement 8 études rétrospectives d'incidence. Et c'était le principal critère de choix pour inclure ces études dans cette revue systématique, c'est le fait d'avoir dans chacune des études un nombre de patients qui dépasse les limites. Donc une étude qui a été menée auprès d'un nombre assez important de patients. Donc c'est une revue systématique qui inclut près de 75 000 patients. C'est une revue d'incidence rétrospective, c'est-à-dire sur le dossier médical, qui a intéressé les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Et cette revue systématique a démontré que l'incidence médiane d'événements indésirables associés aux soins était de l'ordre de 9,2%. Et le pourcentage moyen médian d'évitabilité, il a été jugé à 43,5%. Donc presque près de la moitié des événements ont été jugés évitables. Donc en revoyant un petit peu au détail les taux d'incidence, ces taux d'incidence varient entre 3,2% aux États-Unis et 16,6% en Australie, avec donc des disparités interpays, et le pourcentage d'évitabilité aussi, il variait entre 37% et 51%, donc au total, presque près de la moitié des événements indésirables ont été jugés évitables. Ces événements indésirables avaient des conséquences graves en termes de prolongation d'hospitalisation qui a été estimée à 1521 journées d'hospitalisation supplémentaires au Canada. L'incapacité temporaire a été estimée entre 12,5% et 32%. L'incapacité permanente, elle peut aller jusqu'à 13%. Et le décès associé à l'événement indésirable était aux alentours de 15 à 16%. À part ces études, évidemment, à part cette revue, il y a d'autres études, mais je vais aussi vous rapporter l'expérience française des 2 enquêtes féministes, enquête nationale sur les événements indésirables associés aux soins, qui ont été menées en 2004 et en 2009. C'était des études d'incidence, cette fois-ci prospectives, qui ont duré 7 jours, et ces études ont inclus presque le même nombre d'établissements entre 2004 et 2009, avec un nombre total d'événements indésirables graves. En fait, ils sont intéressés aussi bien aux événements indésirables graves survenus pendant l'hospitalisation, mais aussi les événements indésirables graves qui étaient la cause de l'hospitalisation. Donc en fait, parmi l'ensemble des événements identifiés en 2004 et 2009, 7,2 pour événements par 1000 journées d'hospitalisation étaient des événements indésirables graves survenus durant l'hospitalisation en 2004 et 6,2 événements par 1000 journées d'hospitalisation en 2009. Ces événements, du point de vue évitabilité, étaient jugés évitables en près de 37 à 40%, aussi bien en 2004 qu'en 2009, et les conséquences, évidemment, étaient presque semblables en termes de prolongation de durée du séjour. C'était le critère de gravité le plus fréquemment retrouvé chez ces événements indésirables analysés, de l'ordre de 3 cas. La mise en jeu du pronostic vital, l'incapacité et le décès qui a été estimé à près de 8%, aussi bien pour l'étude 2004 que 2009. Alors, les 3 types d'événements indésirables évitables les plus fréquemment retrouvés dans la littérature. Évidemment, il y a d'autres événements, mais je me suis intéressée aux 3 types les plus fréquents. C'est les erreurs médicamenteuses, c'est les complications périopératoires et c'est les infections nosocomiales. Et plus largement, aujourd'hui, on parle d'infections associées aux soins. Quelle est la situation dans les pays en voie de développement dans notre pays, évidemment, fait partie. Aussi, j'ai choisi une revue systématique de la littérature qui a été publiée en 2012. C'est une étude qui a été menée par l'Organisation mondiale de la santé et qui a intéressé 8 pays, notamment la Tunisie, Maroc, Jordanie, Yémen, Afrique du Sud, l'Égypte et Kenya. C'est une étude qui s'est étalée sur presque 2 ans, en 2006-2008. C'est une étude d'incidence rétrospective sur le dossier médical. Je précise rétrospective parce que, évidemment, si on va chercher l'événement sur le dossier médical, donc il y a toujours une part de sous-estimation de l'incidence des événements. Donc les taux affichés d'incidence, il faut les imaginer, si elles reflètent la réalité, évidemment, elles sont sous-estimées par rapport à ce qui est affiché.
Donc, cette étude elle a intéressé 26 établissements choisis par convenance, et auprès de ces 26 établissements, on a choisi aléatoirement près de 16 000, donc 15 548 dossiers médicaux qui ont été sélectionnés aléatoirement. Et ces pays, ils ont adopté les mêmes critères de détection que je vous ai présentés tout à l'heure, les mêmes critères de confirmation et les mêmes méthodes ou questions abordées pour étudier l'évitabilité. Alors, cette revue systématique, elle a démontré que l'incidence dans le global, dans l'ensemble des pays, elle est aux alentours de 8,2%, elle allait de 2,5 à 8,4 en fonction des pays. Le degré d'évitabilité, cette fois-ci, il est beaucoup plus important par rapport à ce qui a été présenté pour les pays développés, donc il est estimé à presque 83%, et 30% de ces événements, de même, donc l'association ODC, elle était de normes beaucoup plus importante, donc 30% des événements étaient associés au décès. Les différents types d'événements indésirables identifiés, c'était les erreurs thérapeutiques, les erreurs diagnostiques et les complications péri-opératoires. Donc les événements les plus fréquemment concernés. Qu'en est-il de la Tunisie? Est-ce que les événements réellement représentent une part importante parmi l'ensemble des problèmes de santé auxquels devrait faire notre système de santé? Donc j'ai fait une revue de la littérature, je pense qu'il y a d'autres études qui ont été menées à l'échelle locale volontairement pour améliorer la qualité des soins, mais je vais rapporter uniquement les deux études qui ont été publiées à ce sujet, notamment l'étude qui a été menée au CHU de Monastir en 2005, c'est une étude d'incidence rétrospective sur le dossier médical aussi, qui s'est intéressée à 18 services d'hospitalisation et auprès desquels 620 dossiers médicaux ont été choisis aléatoirement et ont été analysés. Donc, ils ont adopté aussi, cette étude a adopté les mêmes critères qui ont été fixés préalablement dans les autres études. Donc, cette étude révèle une incidence d'événements indésirables de l'ordre de 10%, avec un degré d'évitabilité jugé à 60%. Le décès associé à ces événements indésirables était de 21% et 570 journées d'hospitalisation supplémentaires ont été associées à la survenue d'événements indésirables, chose qui a été évidemment identifiée lors de l'expertise médicale. Donc il y avait un expert médical qui a permis de confirmer le caractère associé aux soins, le degré d'évitabilité et les complications associées. Donc, les différents types d'événements indésirables les plus fréquemment retrouvés, c'est les complications péri-opératoires ou associées aux procédures invasives, les erreurs thérapeutiques en deuxième position et les erreurs diagnostiques en troisième position. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qui est retrouvé dans les pays développés. Alors, je vous rapporte aussi la deuxième étude qui a été menée dans notre hôpital de CHU par Rachel de Sousse. Donc, c'est une étude d'incidence cette fois-ci prospective qui a intéressé 14 services d'hospitalisation qui a été menée sur un mois en 2009, donc qui a intéressé tout patient qui a été hospitalisé dans ces services 14 services d'hospitalisation et dont la durée du séjour dépasse 24 heures. Donc c'était un choix pour évidemment pouvoir cerner les événements qui vont survenir durant l'hospitalisation. Nous ne sommes pas intéressés aux événements indésirables qui étaient cause d'hospitalisation. Et dans notre étude, en fait, nous avons choisi parmi les 17-18 critères qui ont été validés dans la littérature, on a essayé d'adapter 9 critères par rapport aux objectifs de notre étude. Par exemple, s'il y a un critère qui s'intéresse aux patients hospitalisés en néonatologie alors qu'on n'a pas inclus ce type d'unité de soins, on les a exclus, etc. Donc, on était exclus en fait le service de néonatologie, de psychiatrie et les hospitalisations de jour dans les différentes unités de soins. Nous avons observé sur un mois 1428 patients. Donc voici les critères, vous pouvez le retrouver dans l'article publié dans Panaf Medical Journal. Et notre étude a démontré que l'incidence des événements indésirables est de 11,3%. Donc sur les 1428 patients hospitalisés, 162 ont présenté au moins un événement indésirable. Donc en fait, le nombre d'événements qu'on a eu auprès de cette population, c'était de 184 événements. Donc un patient a pu présenter plus qu'un événement. Les conséquences de ces événements, et je vais préciser cette notion
l'événement était associé à une prolongation de la durée du séjour dans 61%, une mise en jeu du pronostic vital dans 26%, une incapacité à de l'hospitalisation dans 3,1% et l'association à un décès dans 9,2%. Donc je vais préciser, parce que ça a été clairement précisé dans notre article, aucune étude d'évitabilité n'a été faite dans notre étude pour différentes raisons. Le caractère purement associé aux soins pour identifier une erreur n'a pas pu aussi être fait pour différentes raisons que vous pouvez évidemment imaginer, mais c'était une première estimation de l'ampleur de ces événements indésirables, dont certainement une part peut être en rapport avec l'aide thérapeutique et d'autres certainement qui peuvent être en rapport avec des erreurs lors de la gestion des soins. Donc, pour classer aussi ces événements, puisqu'on n'a pas fait l'étude qui va confirmer l'association aux soins et les causes de sous-jacents, on a essayé de classer ces événements à notre façon, c'est-à-dire par rapport au mécanisme physiopathe qui explique la survenue de l'événement, ou bien par rapport à la présentation clinique de l'événement. Et donc, la plupart des événements indésirables, c'était de nature infectieuse, donc 45% de ces événements étaient des infections associées aux soins. À moindre degré, c'était des événements de nature hémodynamique, par exemple, un pic hypertensif chez un patient qu'on a hypertendu qui n'a pas été bien équilibré, des complications métaboliques hydroélectrolytiques, par exemple, une hypoglycémie chez un patient en post-opératoire par défaut d'apport, etc. Donc, c'est des événements mécaniques, à titre d'exemple, un hydropneumothorax chez un patient pour lequel on a mis un drain thoracique pour drainage d'une pleurésie, par exemple. Donc, évidemment, si on identifie l'ampleur d'un problème de santé et si on juge qu'il y a une part très importante de son vitalité, on devrait évidemment s'intéresser aux facteurs qui pourraient engendrer cet événement pour mettre en place les mesures préventives et les mesures de gestion adéquates. Et dans la littérature, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés à travers des études analytiques. Certains facteurs sont de nature intrinsèque et sont en rapport aux patients, et d'autres de nature extrinsèque et sont en rapport avec les soins administrés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, la survenue d'un accident, il est rare qu'il soit en rapport avec une cause unique. Donc généralement, c'est la conséquence d'une succession de faits ou de comportements qui conduisent à la survenue de l'accident. Et dans ce cadre, l'un des modèles les plus connus, c'est le modèle de James Ellis, le modèle du fromage suisse, qui a permis de comprendre pourquoi les accidents surviennent et il a permis de mettre en évidence la complexité des relations de cause à effet. Donc en fait, ce concept, évidemment, ou ce modèle de Ellis, il met l'accent sur l'importance de s'intéresser aux causes latentes, dont vous en parlez tout à l'heure mon collègue, donc les causes latentes qui ne sont pas apparentes réellement, mais qui sont de nature organisationnelle, qui sont en rapport avec le système, et plutôt que de pointer les personnes au doigt et dire c'est ce monsieur qui a commis l'erreur, c'est ce monsieur qui a été à l'origine de l'événement indésirable, parce que si on va s'intéresser aux personnes, évidemment, on peut les éliminer à chaque fois, les unités de poste, mais les problèmes organisationnels sont toujours là et on va avoir toujours les problèmes et les événements indésirables. Donc ce modèle de RIS, il explique que si nous avons 15% de causes patentes qui sont à l'origine de l'événement, l'autre part est en rapport avec les causes latentes, qui sont en rapport avec les problèmes organisationnels, le manque de formation du personnel, l'absence de procédures, les équipements, le management général qui peuvent être à l'origine de l'événement indésirable. Donc je vais passer sur un exemple d'événements indésirables survenus, c'est une hémorragie post-péridurale, pour expliquer comment le modèle de Ellis a pu identifier les causes organisationnelles et à travers la mise en place d'actions adéquates, ils ont pu se rattraper et éviter ce type d'événement. Et donc j'ai presque fini pour dire qu'évidemment c'est un véritable problème de santé publique vers lequel on pourrait mettre en place un mécanisme, un système de gestion, et les systèmes de gestion des risques ont été déjà testés dans d'autres domaines, notamment les gestions, donc on peut appliquer les mêmes concepts, mais tout ceci passe par une meilleure culture de sécurité, parce que si on va être coincé sur la culture de l'erreur,
s'agit uniquement de pointer les personnes, on ne va pas s'en sortir. Et évidemment, il faut qu'il y ait une approche multimodale, beaucoup plus globale, qui va analyser en profondeur l'événement sans évidemment s'intéresser uniquement aux personnes. Et tout ceci passe par une meilleure communication entre les soignants. Il ne s'agit pas uniquement de cacher l'erreur, mais plutôt de communiquer. Bien communiquer pour éviter les effets pervers, parfois des médias, qui utilisent certaines données pour amplifier la crainte auprès des usagers. Et notamment, il faut communiquer entre nous. En fait, notre objectif ultime, c'est la meilleure sécurité des soins pour nous, les soins. Donc voilà, je vous remercie. Les expériences internationales sont prises en compte.